la série Doom est plutôt intéressante par son évolution. Les premiers épisodes sont bien sûr un pilier du FPS et la principale source d'inspiration du genre durant ses premières années. La nouvelle série démarrée en 2016 accompagne le renouveau du fast FPS à l'ancienne et popularise quelques nouveaux concepts en termes de mobilité et d'exécution. Mais entre ces deux périodes, la série n'a connu qu'un épisode principal, qui a connu le succès commercial mais a divisé les fans en 2004, puis à nouveau avec l'édition BFG en 2012. Alors voyons comment Doom 3 a mûri avec l'âge. Doom 3, c'est une véritable capsule temporelle des visuels de son époque. On y trouve une forte insistance sur les shaders et les lumières, quitte à proposer des rendus un peu trop brillants par moment. C'était la mode à l'époque. Mais dans Doom 3, ce rendu fait beaucoup de sens. Les arêtes métalliques saillantes d'un complexe stérile se dessinant dans l'obscurité créent une atmosphère horrifique moderne, encore assez convaincante aujourd'hui. Et même si les astuces utilisées ici ont été vues dans beaucoup de jeux à l'époque, Doom 3 parvient à garder une esthétique qui lui est propre. Le look de la base martienne est instantanément reconnaissable. Elle manque en revanche un peu de variété. On sent bien un petit effort pour différencier les secteurs scientifiques, médicaux et militaires, mais la claustrophobie laisse parfois un peu la place à la monotonie. Les designs des ennemis sont pour la plupart des modifications assez importantes des monstres classiques du premier Doom, recontextualisés au monde de l'horreur du début des années 2000. Ceux qui étaient autrefois de simples démons un peu kitsch mais intrinsèquement occultes, perdent en couleur et prennent des formes plus étranges et lugubres. Leurs animations et capacités sont en revanche souvent des clins d'œil directs à leurs ancêtres. Les quelques nouveaux monstres prennent des formes vraiment perturbantes et originales, surtout s'ils ont visage humain. J'aime bien ces sortes de chérubins infernaux là, vraiment typiques de l'horreur de l'époque pour le coup. Je suis plus partagé sur l'apparence des armes. Elles sont en accord direct avec l'esthétique globale du jeu, aucun problème là-dessus, c'est totalement raccord. Mais je trouve leur forme un poil trop ronde, trop lisse, trop propre. Un peu comme les bagnoles de l'époque en fait. Par exemple, regardez ce renflement à l'avant du canon là. Ça, c'est un fusil multiplat. Bon, d'un autre côté, cet aspect rend chaque arme vraiment unique. Ça, on ne peut pas leur reprocher. Et puis il y en a une que j'adore, c'est le fusil plasma. C'est peut-être le meilleur design que cette arme ait eu dans la franchise. Et la gestion de la lumière y est sûrement pour beaucoup. Bref, Doom 3 est à la fois un digne représentant de sa génération par son usage des shaders et des lumières, et l'un de ceux qui ont le mieux sorti leur épingle du jeu en s'appropriant les outils de l'époque pour créer quelque chose de marquant et reconnaissable. Ce qui est tout aussi frappant, mais pour une mauvaise raison, c'est les textures en basse résolution. Ça, j'avoue, ça a spécialement mal vieilli. La question ne se pose pas vraiment pour les musiques, vu qu'en dehors de celle de l'écran d'accueil et de quelques scènes très spécifiques, il n'y en a pas vraiment. Au lieu de ça, l'action est généralement accompagnée d'une bande-son ambiante, comme dans beaucoup de survival horror. Ici, elle est faite des bruits de la station et des sons plus ou moins paranormaux ou démoniaques liés à l'invasion. Ces sons lancinants sont toujours présents et ils évoluent au cours de la partie. Certains moments inattendus mettent de bons petits coups de pression. Les effets sonores des armes sont moins puissants que dans le reste de la série, sûrement encore une fois pour mieux coller à l'ambiance. Et encore une fois, je suis pas totalement convaincu. Les sons mécaniques du flingue et du shotgun sont satisfaisants, mais d'autres armes sonnent vraiment trop faibles. En particulier la sulfateuse qui fait vraiment pitié. C'est dommage, la production sonore est de qualité vraiment bonne dans l'ensemble, y compris pour les dialogues. J'ai été parfois impressionné par la qualité du doublage, même en français. Je dis pas que c'est digne d'un Oscar, mais certains acteurs nous vendent bien leurs personnages. Oh bordel!
bordel! Ce PDA de merde déconne encore! Y'a rien qui marche ici, mais quelle bande de cons! Le docteur Betruger est par contre trop caricatural dans son rôle de gros méchant pour être pris au sérieux. Mais bon, c'est pas la faute de l'acteur si son perso est écrit par un enfant. Ne vous mettez pas en travers de ma route. Il va se passer de grandes choses. Vous verrez. Et dans l'ensemble, l'écriture et la mise en scène de Doom 3 sont inégales. Le scénar est un peu le même que dans tous les jeux de la série. Les humains mettent en place un complexe militaro-scientifiquement-industriel sur Mars pour exploiter les ressources, et finissent par être punis pour leur avarice lorsqu'ils ouvrent un portail vers les enfers. L'élément déclencheur cette fois, c'est le fameux Dr Betruger, qui est corrompu par les forces infernales et facilite leur invasion. Comme dit plus tôt, c'est pas le méchant le plus subtil de tous les temps. Mais c'est pour le reste de sa narration que Doom 3 vaut le coup. Déjà par le reste des personnages que vous rencontrerez, qu'ils soient médecins, techniciens ou soldats, et par les nombreux PDA que vous ramasserez. Oui, les gens ont tous un PDA, ça date le jeu. Les développeurs s'imaginaient que tout le monde utiliserait ça en 2145. Comme c'est mignon. Bref, ces persos, leur mail et leur log audio vous racontent comment l'installation est progressivement partie en sucette au niveau du personnel, des politiques et des équipements. Consulter ces éléments régulièrement peut sembler un poil relou par moment, mais ils sont vraiment bien écrits et complémentent à merveille les découvertes que le joueur fait en personne. L'univers du jeu n'en est que plus tangible. Ce lien entre le joueur et le jeu est également renforcé par l'interaction directe avec les systèmes informatiques in-game. Le curseur fait office de passerelle entre le joueur et l'univers du jeu. Il y a même des petites énigmes qui poussent le système assez loin. Certaines sont un peu forcées, mais d'autres sont vraiment sympas. C'est par contre un peu dommage que l'influence des enfers sur le monde soit parfois démontrée avec la finesse d'un edgelord de 12 ans qui découvre 4chan. C'est également décevant de rencontrer des machines stupides sans fonction discernable et de constater un plan des lieux absurde. On a l'impression que les ingés et les techniciens posaient des pompes, des conduites et des tuyaux pour le plaisir. Bien sûr, ça sert le gameplay, mais les ficelles sont par moments vraiment grosses. Et comment ne pas mentionner le boss ultime de tous les jeux d'horreur des années 2000, les jumpscares. Trop nombreux, trop évidents, ils font souvent hausser les épaules davantage qu'ils ne font sursauter. Mais allez, ça, c'est du détail. Sur le plan narratif, Doom 3 montre quand même plein de bonnes intentions artistiques pour l'époque. C'est juste qu'il pêche parfois par une exécution un peu maladroite. Comme vous pouvez le voir depuis un moment, les mouvements et le combat sont bien plus lents que dans le reste de la série. Je n'appellerai pas les affrontements méthodiques ou déterministes pour autant. On est juste un peu plus vulnérable que d'habitude. Surtout quand cette jauge d'endurance se vide totalement après avoir trop couru avant ou pendant un combat. Le contexte du complexe industriel est une bonne excuse pour faire sortir des ennemis de divers tuyaux ou conduits. Ça reste une petite facilité de game design visible, mais ici elle fait sens et on l'accepte assez bien. En dehors de quelques cas où une douzaine d'ennemis sortent les uns après les autres des 5 conduits d'aération donnant sur la même pièce. Mais bon. Ce qui est plus problématique, et arrive à plusieurs reprises, ce sont les ennemis qui apparaissent directement dans votre dos sans faire un bruit. Et il y a aussi quelques monstres qui rompent avec la logique de l'épisode de façon surprenante. Ces espèces de soldats à tentacules en particulier. Extrêmement rapides et agressifs, ils semblent juste sortis d'un autre jeu. Même chose avec les revenants, dont les missiles à tête chercheuse sont un poil trop rapides et précis, surtout dans des sections du monde trop ouvertes ou linéaires pour se planquer. Forcément, quand on veut créer une ambiance inquiétante dans un milieu industriel, on fait des couloirs mal éclairés, des hangars pleins de recoins, des salles sans issue, et Doom 3 est fait peut-être aux 2/3 de ces éléments. Le jeu n'est pour autant pas si linéaire qu'on pourrait le croire a priori. Il est divisé en zones interconnectées de façon logique et assez naturelle. On se retrouve souvent dans des lieux familiers revisités sous un autre angle, avec d'autres ressources, parfois repeuplés de nouveaux monstres. C'est généralement bien fichu et ça s'enchaîne de façon intuitive.
Mais quelques rares zones ont quand même été assez complexes pour me perdre quelques minutes. J'ai aussi eu un léger problème avec la distribution bizarre de ressources. Je trouve toujours beaucoup trop d'armure, même dans les zones où je prends pas mal de dégâts. Le jeu semble vraiment mal calibré à ce niveau. Jamais de pénurie de munitions non plus, même en tuant tous les ennemis rencontrés. Et d'après les informations que j'ai pu trouver, ça fait partie des modifications apportées par l'édition BFG. En tout cas, l'horreur n'a pas vraiment d'influence sur la survie. Et forcément, ça casse un peu la tension que le jeu tente de créer, on va pas se mentir. Et ça malgré des armes assez bof. C'est logique et même normal d'avoir des armes un peu moins puissantes ici. Mais certaines d'entre elles m'ont semblé carrément limitées. On peut citer un minigun ultra mou avec un chargeur de seulement 60 munitions. On s'attendrait à une bonne centaine de balles ou carrément à ce qu'il n'utilise pas de chargeur du tout. Là, c'est juste un fusil mitrailleur un peu plus lent et plus puissant. De façon intéressante, c'est justement le fusil d'assaut, simple, efficace et fiable, qui fait office d'arme standard durant une partie de Doom 3. Parce que le fusil à pompe est, assez particulier. La dispersion du tir est énorme et divisée en seulement quelques billes, ce qui ne le rend efficace qu'au corps à corps. Et encore, je trouve ce shotgun un poil faiblard et laborieux, demandant souvent 2 cartouches pour tuer un simple marine ou un diablotin. On peut, comme certains, défendre ses choix par la nature du titre, demandant une arme à courte portée pour forcer le joueur à monter au contact, mais les autres armes ne suivent pas une telle logique et sont quand même dans l'ensemble plus efficaces et plus standards. Mais il y a quand même une arme qui casse des culs, c'est le lance-roquette. Lui, il est juste monstrueux. Un des plus puissants que j'ai jamais vu dans un jeu et la physique en ragdoll le rend vraiment marrant. Bon, j'ai assez procrastiné, il est temps qu'on aborde la controverse de Doom 3. Le sujet qui a réussi l'exploit de fâcher tour à tour les fans des épisodes classiques et ceux de Doom 3. La foutue lampe torche. Vous pouvez voir depuis le début de la vidéo que j'ai une lampe torche intégrée directement à mon armure. Je l'utilise à la volée tout en dézinguant du démon tant qu'elle a de l'énergie. Eh bien, ça n'a pas toujours été le cas. Dans la version originale du jeu, la lampe torche était un équipement à part entière qui occupait vos mains. Donc impossible d'utiliser une arme en même temps. Soit vous aviez de l'éclairage, soit vous aviez un moyen de défense. À vous de jongler entre les deux dans une salle sombre pour survivre. Et c'est ça qui a le plus divisé les joueurs à la sortie. Certains ont trouvé cette mécanique trop laborieuse, frustrante et artificielle, alors que d'autres ont apprécié la tension et l'élément de survie qu'elle ajoutait au combat. Du coup, quand les développeurs ont sorti l'édition BFG quelques temps plus tard, ils ont tenté de satisfaire les premiers avec le nouveau système. Et ont frustré les autres en passant, parce que ce nouveau système était à présent le seul proposé. Ça aurait pu être une option, mais non. Et quitte à être une grosse tête de mule, l'éditeur a alors retiré la version originale de la vente. Et la version actuellement en vente est également une adaptation de la BFG. Donc, depuis 2012, pas moyen de jouer légalement au jeu tel qu'il avait été créé. Comble de la frustration, la plupart des modifications développées par les joueurs pour Doom 3 sont devenues incompatibles avec la BFG. Personnellement, je m'en fiche un petit peu parce que la torche du jeu de base m'aurait sûrement beaucoup frustré et les mods ne m'intéressent pas. Mais si ce gameplay et ces mods vous intéressaient, eh bien vous allez devoir vous débrouiller. Allez, une petite note pour finir sur l'extension Resurrection of Evil inclue dans cette version moderne. Elle propose quelques nouveaux ennemis dans une campagne courte et linéaire avec des combats de boss un peu plus intéressants que dans le jeu de base. Elle ajoute aussi 2 gimmicks sympas avec un Gravity Gun et un Bullet Time, même si c'est utilisé de façon un peu superficielle. Le scénar est pour sa part franchement assez nul avec un doublage au rabais, mais bon, niveau gameplay, c'est très correct. En dehors de quelques éléments de level design modifiés de façon absurde par l'édition BFG. Encore une fois,
Malgré les petits soucis dans la gestion du produit par l'éditeur, je recommanderais quand même Doom 3 dans son état actuel. C'est une fenêtre ouverte sur une période très particulière de l'histoire du FPS, durant laquelle Doom, comme d'autres licences, a tenté de se réinventer. Et avec un certain succès, malgré quelques facilités dans la mise en scène, ça reste dans l'ensemble agréable à jouer et intéressant à parcourir. C'est pas bien difficile non plus, donc n'hésitez pas à passer en difficile si vous êtes un vétéran, et vous pouvez alors compter sur une dizaine d'heures de jeu, pas franchement flippantes, mais assez marquantes. Par contre, je dirais pas non à un nouveau remaster un peu mieux foutu, avec des textures haute résolution, des options supplémentaires, et la réintégration du jeu à la torche normale pour les joueurs intéressés. De même qu'une meilleure distribution de ressources, et la restauration de l'ancien level design sur certaines zones. Allez, je vous laisse, je m'en vais explorer d'autres saveurs de l'horreur, alors à la prochaine, et d'ici là, amusez-vous bien.